Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, une mission de formation militaire de l'Union européenne déployée au Mozambique cible des terroristes depuis 2017 dans la province de Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie. Des groupes d'Al-Shabaab font régner la terreur. Que peuvent attendre les pays africains de la COP26 ouverte depuis le 31 octobre à Glasgow? Le continent plaide en faveur de mesures d'adaptation au dérèglement climatique et pour plus de financement. Puis dans l'actualité togolaise, l'opposition continue de contester les résultats de la dernière élection présidentielle. Pour en parler, nous recevrons dans ce journal Edem Atsu Kwasi, représentant d'Agbeyome Kodjo, arrivé second au scrutin de février 2020. Edem Atsu Kwasi est également coordinateur général de la Coordination internationale de la dynamique Monseigneur Pozran. L'Union européenne a déployé plus de 3000 soldats au Mozambique. Il s'agit d'une mission spéciale en soutien aux militaires mozambicains, des soldats qui luttent depuis 2017 contre les attaques terroristes qui visent ces dernières années la province de Cabo Delgado. Le point avec Mildred Diamou. 3100 soldats africains, européens et américains ont été déployés au Mozambique pour renforcer la lutte contre le terrorisme. C'est dans le cadre d'une mission de formation militaire spécialisée lancée par l'Union européenne le 3 novembre 2021. La mission de 2 ans vise à soutenir les troupes mozambicaines dans la lutte contre l'insurrection djihadiste et la protection des civils. Le déploiement de forces militaires étrangères au Mozambique suite aux derniers événements de Cabo Delgado suscite quelques interrogations parce que quand même une solution africaine au niveau des pays de la SADC avec en tête l'Afrique du Sud et le Rwanda a été préconisée et opérationnalisée. Maintenant que des forces occidentales sous la bannière de l'Union européenne ou bien des Nations Unies décident d'y envoyer des troupes pour supporter le Mozambique, je crois qu'il faut déjà qu'il y ait une demande. La mission comptera 140 officiers de formation. Depuis la découverte en 2013 d'importants gisements de gaz évalués à 160 trillions de pieds cubes au nord du Mozambique, le pays est confronté à une augmentation de l'insurrection djihadiste. Les attaques ont entraîné plus de 3000 morts et près de 800 000 déplacés dans cette partie du pays, selon l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Je crois que les Africains comprennent la situation et la décision des pays de la SADC autour de l'Afrique du Sud, qui est un géant militaire, du Rwanda qui a fait ses preuves en RCA, et en plus de l'Angola qui pourra venir se joindre à ce groupe. Je crois que l'Afrique n'a pas besoin de forces occidentales sur son sol. Maintenant, c'est une lutte d'influence. Ce qui se passe à Cabo Delgado, c'est un mécontentement populaire qui a ses justifications et qu'il est possible de régler dans un cadre strictement africain. Rappelons que l'Union européenne avait déployé plus de 1000 soldats au Mozambique en septembre 2021, après la meurtrière attaque terroriste du 24 mars 2021 perpétrée dans la ville de Palma. Le Rwanda et l'Afrique du Sud avaient également envoyé plus de 2500 militaires plus tôt cette année pour aider le Mozambique à contrer les attaques terroristes. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2, mais le continent est très affecté par le changement climatique. Ainsi, à Glasgow, dans le cadre de la COP26, ouverte depuis le 31 octobre, l'attention est avant tout tournée vers les engagements financiers et économiques des grands pays émetteurs. Ameneji. À la COP26, la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, UNECA, a annoncé le lancement d'un mécanisme de liquidité et de viabilité permettant d'offrir au gouvernement africain une structure de liquidité de même qualité que les standards internationaux. L'objectif est de répondre aux besoins spécifiques du continent en termes d'émissions souveraines sur le marché des obligations en euros. Il propose par ailleurs aux investisseurs privés internationaux souhaitant investir en Afrique des opportunités d'investissement diversifiées, en particulier dans le domaine des objectifs de développement durable. Dialogue, on a un projet intégré qui met sur la même table financiers, investisseurs, liquidités, banquiers, État. On parle là des dettes souveraines, on parle là de mettre à disposition des entreprises, des États, de la liquidité. Je veux dire que l'intérêt, c'est que c'est un projet de grande intégration. Et quand ce sont des banques spécialisées, le taux d'intérêt des emprunts est forcément travaillé, libellé à moindre coût. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Selon la CE
CEA, une première transaction de 200 millions de dollars américains au premier trimestre 2022 est en cours et sera financée par Afreximbank. Les grands gestionnaires d'actifs internationaux tels que Amundi y accordent déjà de l'intérêt. La part des obligations durables émises en Afrique et au Moyen-Orient ne représente que 1% du montant global, d'où un potentiel de croissance inexploité à valoriser. C'est un projet aussi pertinent pour l'attractivité du continent africain, parce que les entreprises étrangères qui voudront venir investir en Afrique auront en face d'elles ces mécanismes-là qui est effectivement 30 milliards de dollars américains, mais payés en euros. Ça montre effectivement une solidité, ça montre que effectivement l'Afrique compte, l'Afrique est le continent où on investit. Il faut savoir que effectivement les investissements dans le cadre du développement durable manquaient de financement, de liquidités. Là, c'est vraiment un soutien majeur dans ce domaine-là. Suite à sa première transaction financée par Afreximbank, le mécanisme de liquidité et de viabilité devrait lever 3 milliards de dollars américains en requérant le prêt de droits de tirage spéciaux de la part des pays développés. Le lac Fagibine était l'un des plus grands lacs du Mali, mais aujourd'hui, les vastes étendues d'eau et de terre cultivables ont laissé place à des dunes de sable, alors que des habitants des villages dépendaient de ce lac. Un paysage gagné par la désolation et la situation humanitaire, vous allez le voir, est catastrophique. Kamesh Katapouli. Des dunes de sable à perte de vue. Cette vaste étendue abritait autrefois le lac Fagibine. Considéré comme un des plus grands lacs du Mali, il s'étendait sur une superficie de 590 km². Mais le réchauffement climatique a précipité sa disparition. Avec des épisodes de sécheresse fréquents, le lac a commencé à s'assécher dans les années 1970. Aujourd'hui, le désert l'a englouti. Toute cette zone était recouverte d'eau. Puis l'eau s'est retirée et des arbres ont commencé à pousser autour du lac. Puis les arbres ont commencé à disparaître et les gens ont fait pousser des cultures là où se trouvaient les arbres. Lors de la première rébellion, des personnes déplacées sont arrivées. Ils ont détruit la forêt et une fois la forêt disparue, des dunes de sable se sont formées. Sur place, les conséquences sont dramatiques pour la population. Nombreux sont ceux qui ont dû fuir leurs habitations. Sans source d'eau, la pêche ou encore l'élevage de bétail devient impossible. Les terres exploitables devenues rares, des conflits surviennent assez fréquemment entre éleveurs et agriculteurs. Ce n'est pas venir seulement en aide ponctuelle aux populations. C'est essayer de voir la cause même du mal, essayer de réparer le mal. Réparer le mal par des actions de fixation de dunes pour empêcher tout de suite l'érosion. Réparer le mal par des actions de mise en eau des lacs pour permettre aux gens d'avoir comment travailler. Si vous partez dans les Fagibines cette année où il y a l'eau, mais vous allez trouver un bétail incroyable. La problématique du réchauffement climatique est actuellement au cœur des débats de la COP26 organisée à Glasgow. Selon les Nations Unies, plus de 100 millions de personnes seront menacées par ce fléau sur le continent d'ici 2030. L'opposition togolaise continue de contester les résultats de la dernière élection présidentielle, celle du 22 février 2020, ayant marqué la réélection du président Faure Gnassingbé. Pour en parler, je reçois sur ce plateau Edem Atsu Kwasi, représentant d'Agbeyome Kodjo, arrivé second au scrutin de février 2020. Edem Atsu Kwasi est également coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique Monseigneur Okpodro. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, il faut dire que ce soir je suis avec vous au titre de mes fonctions de ministre d'État, ministre des Relations extérieures, de l'intégration africaine et des Togolais de la diaspora, en charge des institutions de la République, du gouvernement légitime du Togo qui est en exil. Alors, vous êtes le représentant d'Agbeyome Kodjo, on l'a dit, arrivé second à la dernière élection présidentielle. Alors, votre candidat a remporté ce week-end à Paris le prix Gifador qui récompense ceux et celles qui œuvrent en faveur du développement du continent africain. Qu'est-ce que ce prix représente pour Agbeyome Kodjo et son combat en faveur, notamment en faveur de l'alternance dans votre pays, le Togo ? Un rectificatif, la présidentielle du 22 février 2020 a été remportée à plus de 70% par Agbeyome Kodjo. C'est mondialement connu. Il y a eu, lors du passage de Monseigneur Kodjo sur vos plateaux, une requête de preuves et un narratif sur le quintuple coup d'État électoral, militaire,
judiciaire, diplomatique et médiatique orchestré depuis le 22 février au Togo a été publié largement dans le monde et qui fait la preuve que Faure Gnassingbé est un putschiste invétéré qui a usurpé sa place et qui doit dégager cette place. Le président Agbeome Kodjo, qui est le président légitime du Togo, est reconnu dans sa lutte intrépide pour l'alternance démocratique au Togo et en Afrique. D'ailleurs, c'est pourquoi le GIFA d'or lui a été décerné comme l'homme politique panafricain de l'année, ce prix qui m'a été remis hier en qualité de son représentant par le vice-président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, le député du Haut-Rhin, M. Bruno Fouque, pour vous dire que c'est une reconnaissance internationale. D'ailleurs, M. Bruno Fouque, en parlant hier, a parlé du combat pour la justice d'Agbeome Kodjo. Ce combat, c'est au-delà de Agbeome Kodjo, le président légitime du Togo, c'est le combat de tous les patriotes togolais, dont d'ailleurs l'un est arrêté, on en parlera, Jean-Paul Omolou. Tous les patriotes togolais aspirent à un changement à la tête du Togo, à un changement de gouvernance pour une refondation de la République. Il y a un triptyque que Agbeome a défendu qui a été plébiscité lors de la présidentielle du 22 février 2020, le triptyque transition, constituante, refondation du Togo. Et ça va dans le sens de la refondation de l'Afrique. Donc, je rappelle encore, vous contestez les résultats de la commission électorale. Où en êtes-vous dans votre combat, justement? Nous avançons beaucoup, puisque je vous parlais du narratif sur le quintuple coup d'État électoral, militaire, judiciaire, diplomatique et médiatique organisé depuis le 22 février 2020. La preuve a été donnée à travers ce narratif. Vous savez, déjà, le 22 février au soir, l'Alliance nationale pour le changement, un des partis d'opposition, reconnaissait que Agbeome Kodjo et Faure Gnassingbé étaient en tête. Il faut voir comment leur communiqué est construit. Le lendemain, il y a l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, le pacte socialiste pour le renouveau, qui tous ont participé d'ailleurs à l'élection présidentielle, félicitait le président légitime du Togo, Agbeome Kodjo, pour sa percée et la possibilité de l'alternance au Togo. L'après-midi, les forces du consensus démocratique dirigées par Josta Javon reprenaient les communiqués des trois partis politiques qui ont participé à la présidentielle, il faut le dire, à savoir Jean-Pierre Fabre, Gogué et M. Wolou, et disaient que l'alternance est une victoire collective au Togo, mettant en garde la CENI contre les fraudes. Mais, comme toute attente, à 23 heures, alors que les opérations, la chaîne obligatoire d'opérations pour pouvoir proclamer les résultats, à savoir la compilation, la validation, la vérification, la validation, la certification, n'ont pas été faites. Pour les 9389 bureaux de vote, la CENI publie cette chaîne d'opération des résultats donnant Faure Gnassingbé vainqueur avec des scores qui dépassent 100% un peu partout. Donc, cette improbable victoire de Faure Gnassingbé l'a amené à vouloir suborner le président Agbeome Kodjo. Et c'est son refus de subornation qui a entraîné le coup d'État militaire. On a voulu le faire assassiner par le colonel Majoulba. Celui-ci a refusé, on l'a assassiné lui-même, on l'a égorgé comme un mouton. Et c'est dans ce contexte que le président a dû se mettre à l'abri pour pouvoir diriger la lutte qui suit son cours et qui fait qu'aujourd'hui à l'international, hier, devant ce parterre de personnalités de par le monde, les gens étaient émus et ont compris que le Togo mène un combat avant-gardiste de la renaissance africaine. Parce que n'oubliez pas, le Togo était la capitale administrative et politique de l'Afrique quand l'Afrique s'appelait Kemeta et le Togo s'appelait le Bénin. Et c'est au bord du lac Togo, le Baga, qu'on intronisait le roi des rois d'Afrique, dont le dernier fut Haïlé Sélassie. Donc le combat que nous menons, c'est le déblocage de la source du continent africain pour que l'Afrique renaisse. C'est ça que le GIFA a félicité. Un grand panafricaniste, un grand visionnaire, surtout qui refuse la subornation et a le souci des pauvres, des plus vulnérables, a une vision pour
une Afrique nouvelle. Alors, Agbeyome Kodjo vit en exil. Il a formé un gouvernement dans lequel vous êtes vous-même ministre d'État chargé des relations extérieures. Est-ce qu'il s'agit là d'un levier suffisamment puissant face au pouvoir togolais qui, lui, est en place dans votre pays, au Togo? Pour vous dire, c'est bientôt 2 ans, le gouvernement de combat en exil travaille. Et nous travaillons beaucoup en faveur du rétablissement de la vérité des urnes et du transfert pacifique du pouvoir. Nous rencontrons des organisations, tout ça. Je suis venu représenter le président de la République. J'ai été accueilli en mon rang de ministre d'État en charge des relations extérieures. Et nous travaillons avec les institutions. Les gens savent qu'il y a un bicéphalisme politique au Togo. Nous avons fait la preuve de l'usurpation parce qu'au Togo, il s'agit de 4e mandat. Et 4e mandat pour une même famille biologique et politique sans discontinuer. Ça n'existe nulle part en Afrique. Il y a eu un omerta, nous avons fait le travail de communication nécessaire. Donc aujourd'hui, les patriotes togolais se reconnaissent dans ce que nous faisons. C'est pour ça que les gens disent leur vrai ministre, leur vrai gouvernement, c'est celui qui est en exil. Et nous travaillons d'arrache-pied pour que l'alternance obtenue le 22 février dans les urnes au Togo soit une réalité. Alors, vous avez entre vos mains la photo d'un opposant que vous vouliez en parler. Tout très à fait. rapidement. Monsieur Jean-Paul Omolou est l'ambassadeur du gouvernement légitime du Togo près de la Confédération helvétique, la SUS. Il était en voyage en Afrique quand il a été kidnappé jusqu'à l'heure où je vous parle. On ne sait pas précisément où il a été kidnappé, mais nous réclamons sa libération immédiate. On lui reproche ces vidéos parce que c'est un panafricaniste comme les Nyamsi, les Konaré qui font des lives pour dénoncer ce qui se passe en Afrique et réclamer une meilleure gouvernance et la renaissance africaine. Donc Jean-Paul Omolou, le gouvernement légitime du Togo, tous les patriotes, les panafricanistes réclament la libération sans condition de Jean-Paul Omolou. Et nous nous battrons pour qu'il en soit ainsi. Edem Atsukwasi, merci d'avoir répondu à nos questions. Edem Atsukwasi, je rappelle que vous êtes le représentant d'Agbeyome Kodjo, mais aussi le coordinateur général de la coordination internationale de la dynamique, Monseigneur Podzro. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Semaine. Merci beaucoup, merci. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.